Alors, bonjour de nouveau à tout le monde. Merci aussi au professeur Sundus Östukassar qui a vraiment été à l'origine de ce projet d'école d'été en sémiotique à l'université de Galatasaray. C'est elle qui a tout pensé. Je l'ai aidé, mais je l'ai aidé pour l'organisation uniquement. C'est vraiment. Mais c'était une grande aide. Alors, je vais présenter donc, le professeur Sundus Östukassar, que vous connaissez tous, donc ce sera juste un petit rappel. Donc, le professeur Sundus Östukassar est professeur des universités depuis 2010. Elle a fait un DEA sous la direction du professeur Grémas, qui malheureusement ensuite partait à la retraite. Sinon, il aurait bien sûr dirigé sa thèse. Mais quand il partait à la retraite, eh bien, il a dirigé vers le professeur Jean-Claude Coquet. Et à ce moment-là, elle était inscrite à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc c'est là qu'elle a fait son travail de doctorat en sémiotique. Entre 1994 et 2022, elle a enseigné et dirigé des recherches donc, au département francophone de l'université Yıldız à Istanbul. Et puis, à partir de 2022, elle a été intégrée totalement en tant que directrice du département de linguistique comparée et LEA, ici à l'université de Galatasaray. Mais depuis de nombreuses années, bien avant d'être nommée directrice du département, elle venait de toute façon lui faire un cours sur l'introduction à la sémiotique en 3e année. Et en master aussi. Et en master aussi, bien sûr. À partir du moment où le master a été créé ici. Donc ces recherches portent, comme vous savez, sur des sujets qui concernent la sémiotique de la traduction, la traductologie, la linguistique, la lexicologie et la terminologie. Elle a publié des travaux dans de nombreux pays, en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Grèce, en Suisse et en Turquie, bien entendu. Et elle a traduit en turc de nombreux auteurs assez difficiles à traduire, comme Maurice Blanchot, Roland Barthes, Paul Ricoeur, Jean-Claude Coquet, Honoré de Balzac et Claude Simon, qui n'est pas le plus facile. Non, pas du tout. Voilà, donc je lui laisse la parole. Elle a toute la journée pour nous présenter ses travaux en sémiotique de la traduction et sur la chanson. Merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour et bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux amis qui nous rejoignent ce matin. Et je remercie et je salue nos amis qui sont là depuis 4 jours, qui ne nous ont pas laissés seuls dans cette salle. Et merci, c'était gentil de leur part. Alors, je voudrais participer avec vous dans cette matinée, dans cette séance, un travail qui est sorti en fait de mon expérience de traductrice reliée à mon enseignement de professeur de traduction et de sémiotique pendant de longues années, d'abord à l'Université technique de Yıldız et ensuite à l'Université Galatasaray. Alors, donc, c'est un travail qui s'insère dans un contexte interdisciplinaire, puisqu'il s'agit de combiner à la fois, il s'agit de deux sortes d'interdisciplinarité, parce que je combine d'abord la théorie du signe à la théorie de la traduction, donc il s'agit de la sémiotique de la traduction, mais pour ce travail, il fallait encore combiner ce point de vue déjà interdisciplinaire à un autre point de vue qui est sémiotique de l'espace, notamment, plus particulièrement, sémiotique de la ville,
puisqu'il s'agit de la reproduction de la signification de la ville en littérature. Voilà. Et comme exemple, j'ai choisi ma ville, la ville d'Istanbul, que j'adore, et qui est une belle ville quand même, malgré toutes les difficultés qu'elle présente pour la vie quotidienne. On l'adore, on l'aime bien et on la supporte. Voilà. Alors, ma présentation s'intitule « Traduire la ville en filigrane, Istanbul dans Janissary Tree » de Jason Goodwin et ses reproductions dans ses deux versions turques et dans sa version française. Pour vous donner une idée de ma présentation, alors je l'ai conçue en plusieurs parties. D'abord, une introduction qui va nous donner des renseignements sur le point de vue adopté et sur des notions fondamentales que je vais utiliser. Et la deuxième partie concerne le corpus. Il s'agit d'un corpus pas comme les autres, vous allez voir. Et la troisième partie, c'est l'analyse. Et je vais me concentrer sur des exemples choisis, quelques-uns. J'en ai beaucoup, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps pour les exploiter tous. Je vais choisir quelques exemples pour vous et je vais essayer de conclure après l'analyse des exemples choisis. Et pour finir, je vais essayer de vous indiquer quelques éléments de la biographie sur la notion de traduction en filigrane qui est au cœur de ce travail. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure en résumé qu'il s'agit d'une interdisciplinarité dans ce travail, puisque d'un côté nous avons sémiotique de la traduction et mes références principales pour cette première interdisciplinarité, ça va en fait trop loin jusqu'à Ferdinand de Saussure, puisque je suis linguiste de formation initiale. Et puis, j'ai fait, comme a expliqué tout à l'heure Marie-Hélène, j'ai fait une thèse de sémiotique littéraire à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. J'ai commencé avec Greimas et j'ai continué avec Coquet. Et finalement, je ne regrette pas que Greimas m'ait confié à Jean-Claude Coquet en partant à la retraite en 1985, parce que finalement j'ai été la disciple des deux, donc c'était une chance aussi. Donc voilà, et je vais utiliser les notions de Émile Benveniste aussi, je l'utilise toujours d'ailleurs pour mes travaux, pour la conceptualisation de mes travaux déjà. Et bien sûr, la théorie des instances de Jean-Claude Coquet prend la grande part dans ma réflexion pour la conceptualisation des éléments. Et d'autre côté, il y a, pour la sémiotique de la ville, je vais me retourner vers Roland Barthes, qui a fait un des premiers travaux dans ce domaine-là, en recherchant la signification de la ville en tant qu'espace de coexistence significative entre la ville et les citadins. Alors, pour aller plus vite, je vais me citer, si vous me le permettez, à partir des travaux que j'ai déjà publiés. Par exemple, pour vous donner une idée de la sémiotique de la traduction, je vais faire quelques citations des anciennes publications. Alors, le souci premier de la sémiotique est en même temps l'un des soucis primordiaux de la traductologie, qui s'occupe également de la saisie et de la reproduction du sens. Le travail du sémioticien s'identifie avec celui du traducteur face à un texte à lire, à analyser et à comprendre. Tous les deux cherchent à saisir le sens de ce texte, mais en littérature, le sens n'est pas donné d'emblée. Sa production passe par un processus dans lequel jouent toutes les stratégies discursives et significatives de l'auteur. Au plan morphosémantique et syntaxique, le langage littéraire se démarque du langage courant par sa nature novatrice et créatrice. Au plan formel et discursif, un texte littéraire n'est pas un texte plat. Il se forme de plusieurs couches signifiantes et il peut se lire sur une multitude d'axes de référence.
La forme contribue à la constitution du sens et les connotations jouent énormément dans l'univers sémantique du texte. Toutes ces particularités rendent cet univers subjectif et fugitif. Le traducteur a donc intérêt à être un bon lecteur, un fin analyste capable de saisir l'univers du sens créé dans et par l'œuvre littéraire. Voilà, pour vous donner une première idée de la sémiotique de la traduction. On peut enchaîner comme suit. L'analyse sémiotique précédant la traduction d'un texte littéraire guide en toute sécurité le traducteur qui risque de perdre son chemin dans les transgressions du langage littéraire et ou dans les pièges d'une fiction romanesque. Envisager une collaboration entre la théorie du sens et la théorie de la traduction serait un gain en vue d'améliorer la qualité des traductions littéraires. La sémiotique, dès lors, pourrait contribuer à la traduction littéraire, étant donné que le texte littéraire nous offre un univers du sens, autrement dit, un ensemble de significations actualisées et virtuelles. Dès qu'un lecteur participe au processus de la reproduction de cet univers, la quête du sens commence. Au même titre, le traducteur doit mener à bien cette quête avant de passer à la traduction, tout comme le fait l'analyste sémioticien avant de contraster le texte original et le texte traduit. La sémiotique leur offre une méthode de lecture, d'analyse et d'interprétation des signes et des significations. Ainsi, elle permet de mieux appréhender l'univers du sens d'un texte littéraire en même temps qu'elle fonde et légitime la traduction. Alors, je suis arrivée à avoir ces idées, si vous voulez, au bout de mon expérience de traductrice, qui a commencé par des textes vraiment difficiles à traduire. Tout d'abord, c'était l'espace littéraire de Maurice Blanchot, qui est considéré comme son chef-d'œuvre par pas mal de critiques littéraires. Et il s'agissait d'une théorie de la littérature, mais le texte était vraiment très difficile à interpréter et, a fortiori, à traduire. Et donc, après cette première traduction, sur la demande de mon éditeur, j'ai aussi traduit SZ de Roland Barthes. Encore une théorie, cette fois-ci de sémiotique, mais il fallait bien que pour cette traduction, je traduise également la nouvelle intitulée Sarrasine de Balzac, parce que SZ de Barthes, c'est une analyse sémiologique très minutieuse, très détaillée de la nouvelle Sarrasine de Balzac. Donc, dans ce cas, j'ai fait à la fois de la traduction littéraire et de la traduction théorique qui m'a incité à réfléchir encore plus sur l'acte de traduire. Et comme j'avais déjà une connaissance, une expérience de chercheur en sémiotique, j'ai vu que à chaque fois que je rencontrais des problèmes en traduction, je les résolvais à partir de mon expérience, de mes connaissances en sémiotique. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de relier la sémiotique à la traductologie. Et comme ça, j'ai vraiment trouvé ma voie. Et après, à partir des années 2000, j'ai commencé à les intégrer dans mes cours à l'Université technique de Yıldız, d'abord dans les cours de master, après de doctorat et licence. Et je les continue, ça fait un bon quart de siècle, et je pense que c'est aussi utile pour mes étudiants. J'ai cette impression au moins. Alors, donc, d'un côté, nous avons la sémiotique de la traduction, que je peux résumer très vite comme ça, et de l'autre, sémiotique de la ville, présentée par Roland Barthes déjà en 1967 dans une conférence à Naples, en Italie. D'après Roland Barthes, sémiotique de l'espace, notamment sémiotique de la ville, se cherche un modèle de lecture et d'analyse de la ville en tant qu'espace signifiant, parce que la ville, ça signifie. Il s'agit de partir à la chasse aux signes qui font d'un espace habité une ville proprement dite qui signifie par son propre langage, formé de ses propres unités sémiotiques. L'usager de la ville, qu'il soit sédentaire ou voyageur,
est donc l'interlocuteur de celle-ci, et pour une entente optimale, il doit connaître le langage de la cité qui lui fait appel, être ouvert à ses signes et significations. Alors, Roland Barthes continue en disant « La cité est un discours, et ce discours est véritablement un langage. La ville parle à ses habitants, nous parlons en notre ville, la ville où nous nous trouvons, simplement en l'habitant, en la parcourant, en la regardant. » Il continue. Une ville est un tissu formé non pas d'éléments égaux dont on peut inventorier les fonctions, mais d'éléments forts et d'éléments neutres, ou bien, comme disent les linguistes, d'éléments marqués et d'éléments non marqués. Alors, ces unités marquées ou non marquées, selon qu'elles sont caractérisées par la présence ou l'absence d'un trait distinctif, font d'une ville ce qu'elle est dans toute sa singularité. Les premières, donc les éléments, les unités marquées, signifient par la présence et la force de la marque, du trait distinctif, tandis que les secondes par l'absence et la neutralité de cette dernière. Il ne faut pas oublier que l'absence signifie aussi. Alors, vivre la ville nécessite de se mettre en résonance avec elle pour construire ensemble un lieu de coexistence significative. Alors là, je viendrai à une notion qui était nouvelle il y a une douzaine d'années, que j'ai eu le courage de lancer dans une publication en 2012 en Allemagne. Il s'agit en fait de la notion que j'ai appelée traduction en filigrane. Voyons ce que c'est. À ma connaissance, cette notion, quand je l'ai lancée, n'a été guère l'objet d'études, de recherches en traduction, et puisque plusieurs éditeurs, parce que j'ai fait après plusieurs publications sur cette notion, mais plusieurs éditeurs étaient bien d'accord, apparemment c'était à l'époque une notion nouvelle. Alors, voyons ce que c'est. Une traduction en filigrane serait un texte original écrit directement dans la langue autochtone du contexte où il est publié, mais il se trouve que cette langue n'est pas la langue d'origine du contexte présenté dans l'œuvre. Le texte est donc généré par une opération de traduction qui s'accomplit dans la pensée de l'auteur. Alors, tel un filigrane dans un billet de banque, je suis partie de cette idée pour appeler cette notion. J'ai conçu quelque chose comme un billet de banque. Quand vous tenez un billet de banque à la lumière, il y a un filigrane qui apparaît et qui prouve en fait la véracité de ce billet de banque, si c'est vrai ou faux. Alors donc, tel un filigrane dans un billet de banque, cette opération de traduction psychique s'est tissée dans le texte et y laisse sa trace. Le lecteur pourrait croire facilement qu'il lit une traduction et non une œuvre originale. Tout comme Gianni Ceretri, qui invite son public, qui est le monde occidental anglophone, à un monde foncièrement différent, fondé sur des coordonnées et réalités étrangères, peu connues ou inconnues, dans le contexte de la production. Le texte s'avère dans ce cas un pseudo-original, même s'il est présenté, publié comme un original, ou mieux, une traduction en filigrane. Cette première traduction a entraîné deux autres traductions et finalement, nous avons trois notions de base à l'origine de ce travail. Donc, la notion de traduction en filigrane, je vais essayer de l'expliquer. C'est un type de texte qui nous apporte un récit des ailleurs et interroge la construction et la reconstruction du sens de cet espace dit ailleurs. Par conséquent, il se place à l'intersection des langues et des cultures qui ne manquent pas de se recouper ni de se superposer. Plus clairement, l'œuvre reflète un contexte linguistique, historique et culturel qui a ses racines dans une autre géographie. Donc le texte nous amène loin dans une autre géographie. Ainsi, par rapport au contexte linguistique et culturel où il est présenté, le texte fait un effet de traduction.
Nous pouvons distinguer deux types de traduction en filigrane suivant le point de départ et l'orientation de la traduction psychique qui se fait dans la tête de l'auteur-traducteur. Premièrement, on peut penser à une traduction en filigrane exportatrice qui sert à amener ce qui est à nous à un public étranger. Ce type de traduction en filigrane est illustré par des auteurs qui vivent en diaspora et qui reflètent dans leurs textes leur propre réalité lointaine de leur pays. Dans ce genre de traduction en filigrane, la traduction psychique se fait de la langue maternelle, aux premières, vers une langue étrangère. Le deuxième type, c'est le contraire. Elle est conçue pour amener ce qui est étranger chez nous. Ce type de traduction en filigrane est illustré par des auteurs qui découvrent un nouveau pays, un pays étranger, qui procure chez eux des effets positifs ou négatifs et qu'ils veulent bien présenter à leurs lecteurs. Ce second type de traduction en filigrane est basé sur une opération psychique de traduction d'une langue étrangère vers la langue maternelle aux premières de l'auteur. Un exemple pour chaque type. L'exemple de traduction en filigrane exportatrice, c'est un exemple vraiment très parlant, puisqu'il s'agit d'un roman écrit en allemand par une auteure turque qui s'est installée en Allemagne depuis très longtemps, elle y vit depuis plus de 40 ans, mais qui a osé d'écrire un livre en allemand, mais dans un allemand très atypique. Et elle a avoué qu'elle a réfléchi en turc carrément et qu'elle a parlé en allemand. Donc, elle reconnaît avoir fait une traduction psychique dans sa tête elle-même. Et elle le dit. Pas seulement elle-même, mais les critiques littéraires qui ont étudié ce livre l'ont dit également. Alors, ce roman, en plus, qui s'intitule Das Leben ist eine Karawanserei, excusez ma prononciation en allemand parce que je ne connais pas l'allemand du tout, a obtenu un prix de la langue allemande, un prix très prestigieux qui est le prix Ingeborg Bachmann en 1991, avant même que le texte soit publié. Alors donc, un spécialiste de la langue et de la littérature allemande, Gürsel Aytaç, a écrit un essai sur ce roman et pour dire que l'auteur, dans ce roman, tente une nouvelle expression narrative, réfléchir en turc, parler en allemand. Le livre a eu un grand succès et a reçu plusieurs prix, comme je viens de dire, dont le prix Ingeborg Bachmann. Un des membres du jury de ce prix, Ingeborg Bachmann, il a bien saisi cette caractéristique de traduction en filigrane de ce texte, puisqu'il a rapporté ainsi son idée à propos de l'originalité linguistique de ce roman. Et il a dit « On y traite de grands sujets de contes, des mythes, mais il y a un écho dans la langue, l'écho de la langue turque. » Vous voyez ça, c'est une expression qui peut être utilisée pour définir ce que c'est une traduction en filigrane. Donc, comme le bien saisi Roberto Casola, dans le texte de traduction en filigrane, en dessous de la souche manifeste des signes et des significations de la langue du texte, sont cachés des signes et des significations d'une autre langue. Voilà, c'est ça la traduction en filigrane. Deuxième type, qui est la traduction en filigrane importatrice, c'est en fait notre corpus. Et le roman policier de Jason Goodwin, qui s'intitule Janis Territory. Jason Goodwin, c'est un auteur qui est bien placé à produire un texte de type de traduction en filigrane parce qu'il est un bon connaisseur de la culture et de l'histoire turque ottomane
en même temps de l'histoire byzantine. Il s'est spécialisé à l'université d'Oxford sur l'histoire byzantine et sur l'histoire ottomane. Il a écrit des livres sur l'histoire ottomane. Et donc, dans ce cas, il a pu imaginer un roman dont le personnage principal est un détective ottoman eunuque. Et nous suivons les aventures de ce détective qui s'appelle Yeşim dans le décor de la ville d'Istanbul du XIXe siècle, qui était à ce moment-là capitale de l'Empire ottoman. Donc un contexte tout à fait dépaysant, tout à fait exotique et très lointain historiquement aussi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la notion de traduction en filigrane a entraîné deux autres nouvelles notions, parce que, comme nous voyons ici, donc le roman policier de Jason Goodwin, Janissaries Eritrea, est à l'origine de notre corpus, mais nous allons également voir sa traduction vers la langue turque, qui doit assurer un retour à l'origine, puisque nous acceptons qu'il est parti de la culture ottomane, de la langue turque et ottomane, Jason Goodwin. Donc la rétrotraduction de ce texte vers la langue turque assurerait un retour à l'origine. Et dans ce cas, cette traduction vers la langue turque a un statut très particulier vis-à-vis des autres traductions du même texte. Et donc j'ai appelé, dans ce cas, ce retour à l'origine, j'ai lancé pour ce type de traduction, cette fois-ci de traduction au sens littéral, au sens propre du terme, la rétrotraduction originelle, puisqu'il s'agit, comme je viens de dire, de retourner vers l'origine. Et donc voilà, la rétrotraduction originelle a un statut très particulier parmi toutes les versions traduites d'une traduction en filigrane. Et nous allons voir ce que ça nous donne en fait dans les deux versions turques du roman. Une troisième notion qui concerne en fait la traduction d'une traduction en filigrane en n'importe quelle langue qui ne constitue pas l'origine du texte. Donc la traduction en français, en allemand, en espagnol, en italien du texte de Jason Goodwin, tout ça, toutes ces versions-là sont des exemples de traduction en filigrane indirecte. Et là, je suis partie de la terminologie de la traduction, parce que dans la terminologie de la traduction, traduction indirecte, ça veut dire c'est une traduction qui est faite à partir, non pas à partir de l'original, mais à partir d'une traduction déjà existante de cet original. Donc, dans ce cas, dans notre cas, je pense qu'on peut l'appeler une traduction en filigrane indirecte. Je travaille à peu près depuis une quinzaine d'années sur cette notion-là, même si la première publication, ça date de 2012. J'ai commencé quelques années auparavant à réfléchir là-dessus, à étudier les livres, à comparer les textes, etc. Et au fur et à mesure que j'ai multiplié mes travaux, mes exemples pour cette notion, j'ai constaté la grande diversité des textes dits de traduction en filigrane et la richesse de la notion. Et ce qui m'a poussé dans un dernier travail de proposer une typologie pour ce genre de texte que nous appelons traduction en filigrane. Donc j'ai conçu une typologie à 6 catégories qui se précisent selon 6 critères. La première catégorie, nous venons de le voir d'ailleurs, c'était suivant le point de départ et l'orientation de la traduction psychique. Nous avons distingué entre traduction en filigrane importatrice et exportatrice. Je ne pourrais pas m'attarder beaucoup sur la typologie, je vais juste donner les titres
parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire et je ne vais pas dépasser mon temps. Et donc la première catégorie, c'était ça. La deuxième catégorie, on peut distinguer parmi les différents types de traduction en filigrane selon les motivations de la production du texte. Parce que j'ai vu qu'il s'agit d'une multitude de motifs à l'origine de la procuration de ce texte-là. Et ça peut être une traduction en filigrane positive, si le motif est positif, mais ça peut être aussi négatif. J'ai commencé par un exemple très positif, l'exemple de Jason Goodwin. Et c'est un exemple vraiment très positif parce que Goodwin a un attachement à la ville d'Istanbul. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'il en dit dans un entretien. Mais après, quand j'ai étudié d'autres exemples, j'ai vu que ce n'est pas toujours le cas. Les gens n'écrivent pas sur des lieux, sur des villes parce qu'ils les aiment toujours, non, parce qu'ils peuvent écrire aussi s'ils les détestent ou s'ils n'apprécient pas vraiment ce lieu. Donc, on peut concevoir une traduction en filigrane négative, même neutre, quelque chose de plus neutre, donc descriptive, ou bien un type de traduction en filigrane nostalgique, qui a ses liens dans l'enfance de l'auteur, etc. Et traduction en filigrane imitative, qui imite d'autres auteurs qui ont produit des traductions en filigrane. Ça, c'est intéressant. Et même corrective. J'ai vu des textes qui étaient faits, surtout les livres de voyage, qui étaient faits pour corriger les mauvais préjugés déjà existants dans la tête d'un peuple. Par exemple, j'ai un exemple d'une auteure anglaise qui est venue à Istanbul et qui a écrit un livre de voyage juste pour corriger les préjugés des Anglais concernant la ville d'Istanbul. Donc ça peut être correctif. Ça peut être un type de texte d'apprentissage, juste pour faire connaître un lieu, une ville, et aussi d'autres types. Voilà. Troisième catégorie concerne le genre textuel. Là, on peut distinguer entre le genre littéraire et non littéraire, mais on peut concevoir également entre les deux un texte de type semi-littéraire, parce que j'en ai eu un exemple de Goodwin encore. La quatrième catégorie, c'est la temporalité du texte, qui constitue le critère. Là, j'ai raisonné en linguiste, puisqu'on peut distinguer entre une traduction en filigrane synchronique et diachronique, et même panchronique, parce que j'ai vu des textes, par exemple, un texte en anglais qui racontait l'histoire des millénaires de la ville d'Istanbul, en prenant vraiment dès le début un gros bouquin comme ça. La cinquième catégorie, c'est le nombre des lieux référés qui constitue le critère. Et là, s'il s'agit d'un seul lieu, d'une seule ville, on peut penser à une traduction en filigrane singulière. S'il s'agit de plusieurs villes, à une traduction en filigrane plurielle, homogène ou hétérogène. Donc, on peut distinguer encore. La dernière catégorie concerne l'extension de la traduction psychique. En général, les premiers travaux que j'ai faits, c'était sur des textes de type de traduction en filigrane intégrale. Donc, dans l'intégralité du texte, il s'agissait de la ville en question. Mais j'ai aussi vu après des exemples où il s'agissait d'une traduction en filigrane partielle. Mais là, j'ai mis quand même un critère de mesure, si vous voulez. J'ai dit au moins que ce soit les 2/3 d'un texte. Si dans les 2/3 d'un texte, il s'agit de la représentation d'une ville, on peut le considérer comme une traduction en filigrane partielle. Voilà la typologie, très vite, la typologie que j'ai conçue pour régulariser dans ma tête ces différents types de traduction en filigrane. Alors maintenant, notre corpus, je vous ai dit que c'est un corpus pas comme les autres parce que
nous avons un corpus en 3 langues, 4 textes, 4 producteurs que je conçois tous comme des traducteurs, même l'auteur lui-même, puisqu'il fait dans sa tête une opération de traduction. Alors donc, à l'origine, une traduction en filigrane de Jason Goodwin, Janice Eritri, publiée en 2006. Et après, une traduction en filigrane indirecte, c'est la traduction française du roman de Goodwin. C'est en fait cette traduction qui m'a rendu possible ce travail, parce que j'ai eu comme cadeau cette traduction française de la part de son traducteur, Fortunato Israel, qui est un bon traductologue et aussi un traducteur littéraire confirmé, qui a travaillé à l'ESIT. Vous connaissez l'ESIT, École supérieure d'interprètes et de traducteurs, reliée à la Sorbonne Nouvelle, une des premières écoles de traduction dans le monde, qui a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale par les initiatives de Danisa Seleskovic. Et donc, Fortunato Israel, il a travaillé comme professeur, même aussi comme directeur de l'école de longues années. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est l'acte de traduction, etc. Donc, voilà. Il m'a fait cadeau cette traduction. On se connaissait, on l'avait invité à la première conférence internationale de traduction que nous avons organisée à Yıldız en 1997. C'est vraiment... Et oui, c'est il y a très longtemps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Jason Goodwin et Janice Eritri. Les 2 versions turques constituent la rétrotraduction originelle. La première s'est publiée très vite, la même année de publication de l'original, donc en 2006. Et la seconde à 10 ans d'intervalle en 2016. Nous allons voir sur certains exemples ce que ça présente, ces 2 différentes versions. De quoi s'agit-il dans le roman? Eh bien, il s'agit de l'année 1836. Pour des connaisseurs de l'histoire ottomane, ça veut dire quelque chose. En fait, il s'agit du règne du sultan Mahmoud II, qui a préparé les réformes de Tanzimat, qui a été proclamé en 1839. Mais malheureusement, lui, il était décédé, si je ne me trompe pas. C'est l'année où il est décédé. Et le sultan Mahmoud II a continué les tentatives novatrices de son oncle, sultan Selim III, qui a pris comme modèle l'Occident. Mais le sultan Mahmoud II avait aussi un autre problème, parce qu'il s'agissait d'un chaos intérieur dans le pays causé par des janissaires. Le corps de janissaires constitue en fait la garde immédiate du sultan. Mais au bout d'un certain, pas un certain moment, au bout des siècles, ils se sont révoltés contre le sultan et ils ont commencé à faire de la terreur dans la ville d'Istanbul. Ils mettaient du feu partout. Et donc voilà, le sultan, voyant qu'il ne pouvait pas continuer avec ce corps de janissaires, a supprimé leur institution, mais d'une façon sanglantée. Donc, il a fait tuer beaucoup de janissaires, enfin presque tous les janissaires, et il a établi une nouvelle garde pour sa sécurité, pour la sécurité du pays. Voilà. Donc, le roman intitulé Janice Eritri de Jason Goodwin s'insère dans ce contexte historique. Et il s'agit de la ville d'Istanbul du 19e siècle, comme je viens de dire, et le sultan demande à un détective eunuque qui s'appelle Yeşim de retrouver l'assassin d'une jeune concubine étranglée dans le harem et expliquer le mystère du meurtre
des 4 officiers de la nouvelle armée ottomane. Donc Yeşim se met à la recherche de ces assassins et du motif de ces crimes et il finit par retrouver le corps de 3 officiers, mais pour trouver le 4e, il fallait bien qu'il déchiffre une énigme cachée derrière tous ces meurtres. Alors donc, voilà, la quête de Yeşim nous fait découvrir une ville fabuleuse, jalonnée par des toponymes, hydronymes, anthroponymes stambliotes, ainsi que par des signes historiques et culturels qui nous reflètent la vie sociale de cette époque dans la capitale impériale. Janissary en tant que traduction en filigrane relate la ville d'Istanbul dans le langage naturel de ces signes. Et donc, il a été traduit premièrement en anglais par Goodwin dans sa tête pour l'exprimer dans son polar. Donc, nous allons considérer Goodwin lui-même comme un traducteur, puisqu'il nous amène dans un pays étranger tout à fait dépaysant. Il met en scène des personnages autochtones de ses ailleurs et pour comble, il nous rejette dans un passé lointain pour nous relater une histoire étrange. Nous sommes en face d'un texte qui a paru et qui paraît comme un original, mais à l'arrière-plan de cet original, nous apercevons la présence d'une traduction qui s'accomplit dans la pensée de l'auteur. Voilà. Voilà Janissary en tant qu'un texte de traduction en filigrane. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, Jason Goodwin a tous les atouts pour produire une traduction en filigrane parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Puisqu'il est spécialiste de l'histoire ottomane et byzantine et qu'il a même écrit un livre d'histoire ottomane, vous voyez, Lord of the Horizons, qui a été traduit en turc comme Fukların Efendisi Osmanlılar. Il a aussi écrit un livre de voyage sur la ville d'Istanbul parce qu'il a fait un long voyage en partant de l'Europe centrale avec sa petite amie et il est venu à pied en faisant un long voyage pendant des mois à Istanbul. Et après, il a écrit cette aventure dans son livre, intitulé On the Foot to the Golden Horn. Ça aussi, c'est traduit en turc comme Bir ucu altın boynuz. Değişen Avrupa'da bir seyyah. Donc, je qualifie de Jason Goodwin de seigneur des traductions en filigrane. Alors, dans un entretien, il parle de cette expérience, de cette aventure. Il dit « C'était une telle ville que vous pourrez toucher à son histoire, manger des plats délicieux, prendre un vapeur ou un tramway et passer d'une civilisation à l'autre en 10 pas. En ce sens, il m'a fallu du temps pour connaître Istanbul. J'ai commencé mon travail comme un mari jaloux, faisant des recherches approfondies sur le passé et écoutant attentivement les histoires que les gens racontaient. Topkapı était un palais de contes de fées, et les pierres et la terre d'Istanbul étaient comme de l'or. Il était inévitable que je tombe amoureux. J'ai épousé la fille qui partageait mon voyage. D'une certaine manière, j'ai épousé Istanbul. Vous voyez, il a un attachement vraiment très cordial à la ville d'Istanbul. Et comme c'était le premier exemple que j'ai étudié, je croyais que tous les autres textes de qualité de traduction en filigrane seraient si positifs. Mais hélas, non, ce n'était pas le cas. J'ai vu qu'il y avait des exemples très négatifs aussi. Bon. Les gens ne sont pas toujours si ouverts. Je voudrais bien demander à Thomas et Yvan, est-ce que vous avez eu une même impression? Est-ce qu'on peut passer d'une civilisation à l'autre en 10 pas à Istanbul? Vous avez eu cette impression? Absolument. Absolument, d'accord. Donc, Jason Goodwin ne s'est pas trompé. Ok. Bon, voilà. Ce premier roman a eu un grand succès. Il a eu le prix Edgar Allan Poe dans la catégorie du meilleur roman décerné au roman policier.
Et vu le succès qu'il a obtenu, Jason Goodwin a eu l'idée de continuer les aventures de Yashim, du détective eunuque ottoman. Et il en a fait une série de 5 romans jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez toute la série, le 2e volume de Snakestone, le 3e de Bellingcat, 4e An Evil Eye, et le 5e, le dernier pour le moment, de Baklava Club. Voilà. Et vous avez toujours la tête de Yeshim, en fait, pas sur le 3e, mais sur les autres, la tête du détective Yeshim avec son ruban, turban, avec son turban, et voilà, ses moustaches, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs de Goodwin, qui ont lu cette série-là, ils étaient très curieux de connaître les recettes des plats cuisinés par Yeshim. Parce que Yeshim, il est célibataire, donc c'est un eunuque, donc il n'est pas marié. Et il doit cuisiner pour lui-même. Donc il cuisine pour ses amis aussi. Et il cuisine et on en parle dans le roman. Et les lecteurs anglais, ils étaient très curieux de connaître les recettes de ces plats. Ils ont envoyé des lettres à l'auteur en disant « Est-ce que tu peux nous donner les recettes de ce plat ?» C'est comme ça que Jason Goodwin a eu l'idée d'écrire un livre pour donner les recettes de ce plat ottoman. Et il l'a intitulé « Yashim Cooks Istanbul ». Vous voyez la couche, la citrouille, les morceaux de citrouille que l'on cuisine comme un dessert. La couche, la citrouille, c'est la couche, d'accord. Ok, voilà. Et il a fait pour ce livre, bon, je vais parler un tout petit peu de ce livre parce que c'est très intéressant. Il a conçu ce livre en 5 parties et chaque partie convenait à un volume de la série. Et il l'a intitulé comme ça, je ne sais pas, par exemple, The Snakestone de Johnny Silitri, donc le premier volume. Et vous avez les recettes des plats qui étaient cuisinés dans le premier volume. Et dans la deuxième partie, les plats cuisinés par Yeshim dans le second volume, etc. Comme ça. Et avec beaucoup de photographies qui représentent la culture ottomane et aussi les plats, les ingrédients. Comme ça, bon, je passe vite. Voilà, des poissons. Et j'attire votre attention parce que là, il y a aussi le nom du plat en turc. Tuzdan pişmiş levrek balığı. En dessous de la traduction en anglais. Donc même ça prouve que la série de Goodwin, c'était une traduction en filigrane. Vous voyez? Donc c'est une preuve vraiment très parlante. Voilà, comme ça. Et il met aussi des extraits de chaque volume à côté des recettes. Comme ça, voilà. OK. Quant aux traductions françaises de ces polars de Goodwin, elles ont toutes faites par le même traducteur, Fortunato Israel. Mais malheureusement, le dernier volume de Baklava Club n'est pas traduit en français. Je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, Fortunato Israel est décédé. Oui, il est décédé il y a plus d'un an, je pense. C'était Marianne Lederer qui m'a envoyé un message pour demander une référence d'un article qu'il avait publié dans les actes de notre conférence à Yıldız. Donc je lui ai répondu, c'est comme ça que j'ai su sa mort. Ça m'a touchée et à cette occasion, j'aimerais bien rendre hommage à son souvenir. C'était quelqu'un de très gentil, très courtois et un bon chercheur en traductologie. Voilà. Et vous voyez, j'ai trouvé une photo de lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la traduction en français propose un titre différent par rapport au titre de l'original. Parce que l'original, c'est Janissaire, alors que la traduction française, ça s'appelle Le complot de Janissaire. C'est vraiment toute une autre optique qui est proposée dans ce titre. Il s'agit donc d'une retransformation de la ville d'Istanbul de l'anglais en français.
et ou une traduction en flagrant indirect, parce que pour nous, Janissaries, c'est déjà un texte traduit. J'ai parlé de Israël, voilà. Bon, j'ai tout dit. Je peux passer ça. Quant aux traductions turques des romans de Jason Goodwin, il n'y a que des versions des 2 premiers volumes, mais chaque volume a été traduit 2 fois par 2 traducteurs différents. Le premier volume, la première traduction du premier volume, c'est publié par Merkez Kitaplar en 2006. J'ai dit en même année où il est publié en Angleterre. Donc, j'imagine que ça a été une traduction un peu rapide pour que ça sorte tout de suite. Et j'ai constaté beaucoup de problèmes de traduction dans cette version-là. Et vient après, 10 ans plus tard, une seconde version du premier volume par un autre traducteur, Fethi Aytuna. De même pour le deuxième volume, voilà, il y a 2 versions différentes de 2 traducteurs. Bon. Le titre du roman doit intriguer le lecteur anglais ou anglophone, parce que Janissaries, on se demande ce que ça veut dire. Même le mot Janissaries, qui quand même exprime une certaine réalité historique, n'est peut-être pas connu par les lecteurs anglais. Tout le monde n'est pas censé connaître à fond l'histoire ottomane et les éléments historiques de la culture ottomane. Mais ça, bon, on peut liquider le problème en consultant un dictionnaire. Si un Anglais qui ne connaît pas le mot Janissaries peut consulter un dictionnaire et peut apprendre que janissaire, c'est en fait le soldat d'élite de l'infanterie turque du XIVe au XIXe siècle, appartenant à la garde immédiate du sultan. Donc voilà, c'est un soldat du sultan ottoman. Ça, on peut comprendre facilement. Mais vient après le problème Janissaries. Qu'est-ce que c'est Janissaries? L'arbre des janissaires. Et même le lecteur turc, pas mal de lecteurs turcs, peuvent ne pas le connaître. Il faut vraiment avoir une certaine connaissance historique pour savoir ce que c'est. Et dans le roman, il faut attendre vraiment le bon milieu du roman pour apprendre ce que c'est, cet arbre de janissaire. Heureusement, il y a un passage où un ancien ambassadeur polonais qui continue de vivre à Istanbul, malgré le fait que son mandat est arrivé à son terme, il reste toujours à Istanbul, et il explique ce que ça signifie. Mais avant de passer, on peut donner peut-être quelques renseignements concernant le corps des janissaires et leur grade, parce que c'est marrant, parce que ce corps armé prend leur terme de la cuisine. C'est expliqué dans le texte. Ils ont emprunté leur titre à la cuisine. Le colonel était appelé marmiton soupier. Et il y a d'autres grades. Laveur de vaisselle. C'est marrant, hein? C'est un titre, c'est un grade dans l'armée. Boulanger, crépier. Marie-Hélène qui me regarde, très suspecte. Oui, c'était comme ça. Les sergents-majors se promenaient avec une grande louche en bois en guise d'insigne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est bizarre ça, c'est vraiment insolite. Mais c'était comme ça. Et même leur institution, ça s'appelait ocak en turc, donc foyer. Foyer aussi, qui est un terme de la cuisine. Bon. Revenons à l'arbre des janissaires. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit du jour où le sultan a fait supprimer l'institution des janissaires. Mais vraiment, c'était très ensanglanté. Et Palevski, ancien ambassadeur polonais qui raconte ça,
Le 16 juin 1826, journée ensoleillée, et boum, la ville explose. Les rebelles, eux, donc les janissaires, se trouvaient au bout de la rue près de leur caserne. C'est là que les troupes du sultan attaquèrent en premier, la mitraille, une rafale de mitraille, juste 2 canons. Les janissaires retournèrent en courant à la caserne et se mirent à bloquer les issues avec des pierres. La première canonnade qui fit sauter la grande porte tua des dizaines d'entre eux en un instant. On a vu les flammes. Elles ont carbonisé les janissaires, et en tout cas certains d'entre eux. Les prisonniers furent expédiés à la mosquée du sultan Ahmed. Donc, le 16 juin 1826, c'est le jour où on a supprimé l'institution des janissaires en les tuant dans leur caserne. Mais l'énigme de l'arbre de janissaire n'est toujours pas révélée. Il faut avancer un tout petit peu encore dans le texte et là, on trouve la réponse. Ceux qui ont été étranglés sur place furent jetés au pied de l'arbre des janissaires. À la tombée de la nuit, il y avait là une demi-douzaine de cadavres. Le lendemain, l'hippodrome était un monceau de corps. Il m'a rendu toujours malade, cet arbre, quand je me rappelle les hommes pendus aux branches et les cadavres des janissaires entassés autour de son tronc. Il doit avoir du sang en lui, du sang dans les racines. Donc vous voyez, cet arbre est directement lié au meurtre des janissaires. Et c'est quelque chose de très négatif, donc c'est une connotation très négative. Alors, dans ce cas, puisque le titre original nous transmet cette information qui sera révélée bien plus tard dans le roman, mais quand même a cette signification très précise, c'est perdu dans la traduction française, puisque la traduction française s'intitule « Le complot de janissaires ». Et ça, c'est une toute autre optique. Parce que l'arbre des janissaires, ça nous fait penser vraiment au meurtre des janissaires, donc au massacre, si vous voulez. Alors que le complot de janissaires nous donne un peu trop hâtivement quelques éléments de la solution de l'énigme. Il y avait une énigme. Qui ont tué les officiers du sultan? Eh bien, bon, je regrette, mais je dois dire la réponse. Et à la fin du roman, nous apprenons que c'est quelques janissaires qui se sont restés en vie miraculeusement et qui se sont cachés pendant 10 ans dans des coins mystérieux de la ville d'Istanbul. Ils ont tué ces 4 officiers de la nouvelle garde du sultan par vengeance. Donc, ils se sont vengés du sultan. Alors, quand on dit le complot de janissaires, on nous donne déjà un élément d'explication de cette solution qui viendra à la fin du roman. Et donc, ça, dans ce cas, c'est bien dommage. J'ai envoyé une lettre à Fortunato Israël avec une copie de mon article en le remerciant vraiment très cordialement. C'est parce que grâce à lui que j'ai pu connaître ce corpus et j'ai pu faire ce travail. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi la traduction française a changé le titre? Et il m'a répondu en disant que ce n'était pas lui-même qui a proposé ce titre, j'y crois complètement. Et il a dit que c'est l'éditeur qui a choisi ce titre. Et je comprends parfaitement, parce que pour l'éditeur, le texte traduit, c'est un produit commercial. Il produit pour gagner de l'argent. Et quand vous dites quelque chose comme l'arbre des janissaires, mais c'est très énigmatique, c'est incompréhensible, bon, ça va intéresser qui? Quel public? Mais si vous mettez quelque chose, un mot comme un complot, donc ça tombe très bien un roman policier, il y a un complot dedans, quelque chose à déchiffrer. Et donc, ils ont changé l'optique du livre, mais ça, quand même, ils ont gâché un peu
comme je viens de dire, en donnant une information qu'il fallait garder pour la fin. Vous voyez? Donc, voilà notre corpus. Et j'avais mis le compteur. Et donc, c'est le bon moment de m'arrêter parce que là, on va entamer l'analyse après. Je vous remercie.